Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau numéro d'Isère Mag. Nous avons choisi de prendre nos quartiers d'automne, ici tout près de Vinay, dans un champ de noyer. La noix, c'est bien sûr le fruit emblématique de notre département qui donne de l'énergie pour bien commencer cette rentrée. De l'énergie pour les enfants en pleine croissance et puis des repas à moindre coût. C'est ce dont nous parlerons dans un instant avec le président du département, Jean-Pierre Barbier. Mais pour l'heure, je vous laisse jeter un coup d'œil au sommaire. Pour faire du bon pain à partir de matières premières produites localement, on peut compter sur la minoterie du Trièves, une entreprise familiale créée en 1906 qui livre aujourd'hui 450 artisans boulangers en Isère, principalement dans l'agglomération grenobloise et le Nord-Isère. Il a fallu attendre quelques autorisations administratives, mais enfin, en juillet 2021, le petit train de la Mure a repris du service après 12 ans d'arrêt. De nombreuses personnalités ont participé au voyage inaugural de la plus belle ligne des Alpes. Depuis, les voyageurs affichent tous les jours complets ou presque pour cette pause historique, contemplative et gourmande. Et puis, papier, s'il vous plaît. L'industrie papetière s'est développée en Isère à la fin du 19e siècle grâce aux nombreuses forêts du territoire et à la houille blanche. Ancienne demeure d'Aristide Bergès, le musée Bergès à Villarbonneau a répondu à l'appel de la forêt lancé par le département au travers d'une exposition d'architecture de papier. Le département est la collectivité de référence en ce qui concerne le développement et l'accompagnement des collégiens. À ce titre, il intervient notamment pour les loisirs, les sports, mais également la restauration. Et la nouveauté cette année, c'est l'instauration du repas à 2 €. Et pour parler de cet événement de la plus haute importance, nous avons choisi le plus beau jour de l'année, celui de la rentrée scolaire, sous un grand soleil ce jour-là. Et c'est au collège Jules Verne à Vars que j'ai retrouvé le président du département, Jean-Pierre Barbier. Yes, I can even sing. My life is a true drum. Wherever it means drum. The steel about last beat. Jean-Pierre Barbier, bonjour. Bonjour. On se trouve dans l'une des cantines d'un des 67 collèges du département. On vient de prendre un excellent repas. Ce repas, il coûte depuis le 1er septembre 2 € pour toutes les familles. C'est la première mesure que vous avez souhaité mettre en place dans cette nouvelle mandature. Pour quelle raison ? Alors écoutez, d'abord on est dans les 67 collèges qui sont servis par les cuisines mutualisées, parce qu'en tout on a 97 collèges sur le département, mais ce collège à Vars est desservi par une cuisine mutualisée. Et comme dans tous les collèges du département, effectivement, on a souhaité mettre un repas à 2 € pour les collégiens, quel que soit le niveau de ressources des parents, dans une mesure d'égalité et qui permette aux collégiens de se nourrir de manière très équilibrée avec des produits d'une grande qualité pour 2 €. Qu'est-ce qu'on a pu avoir aujourd'hui dans nos assiettes? Pas mal de produits locaux finalement. Ah ben écoutez, moi je crois que j'ai fait un repas qui était 100% Isère, puisqu'on avait des saucisses de la mode viande, on avait des épinards, des pommes de terre et du chou-fleur aussi issus de l'agriculture iséroise, des raisins isérois, des tomates également. Et puis pour les gourmands, il y avait le gâteau aux noix avec des noix de l'Isère. Donc vous voyez, on a un repas là pour le coup qui est 100% Isère. En tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est donné à l'issue du mandat. Aujourd'hui, en moyenne et sur l'ensemble des repas, c'est 33% de produits locaux, dont 26% de produits bio. Pour revenir sur cette somme de 2 €, c'est quand même un geste fort. Ça représente une part importante du coût d'un repas. Alors le repas, si vous voulez, sur le département coûte à peu près 7,20 € en moyenne dans nos cuisines mutualisées. Les parents prenant 2 €, eh bien, ça fait que le département prend 70%, un peu plus de 70% du coût du repas, ce qui représente un effort financier de 8 millions d'euros. Pour une famille de 4 personnes, ça peut représenter quelle économie sur une année? Pour une famille de 4 personnes dont les 2 enfants sont au collège et dont les parents, tous les deux, gagnent le SMIC. Précédemment, ils payaient le repas à 3,40 €. Aujourd'hui, en le payant 2 €, ça leur représente à peu près une économie de 500 € sur l'année. Le département s'engage aussi depuis quelques années sur la suppression du plastique et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ça va continuer? Si vous voulez, j'allais dire que l'alimentation et la restauration scolaire telle qu'on la conçoit dans nos collèges est complètement éco-responsable.
éco-responsable dans la mesure où on s'adresse à des circuits courts pour avoir des produits de qualité. Éco-responsable parce que effectivement, nous sommes très vigilants sur le gaspillage alimentaire. En 2015, la moyenne de gaspillage par collégien était de 140 grammes par assiette. Aujourd'hui, on est à moins de 70 grammes et sur certains collèges, on a 40 grammes. Donc ça, c'est important. Et puis, bien sûr, aussi sur la consommation du plastique, on a devancé la loi Egalim qui l'impose pour 2025 et nous avons supprimé dans toutes nos cantines les plastiques, avec aussi des contraintes de poids, parce que quand vous remplacez le plastique par des assiettes, tout ça a été étudié bien sûr avec l'ensemble des personnels. Alors qui dit rentrée dit pack rentrée. Le pack resto disparaît donc cette année puisque c'est le repas à 2 € pour tout le monde. Ça va bouger aussi, ça bouge aussi du côté du pack loisir. Alors sur le pack loisir, la grande, alors il y a le pack culture, le pass culture qui a été multiplié par 2, mais c'est surtout au niveau du pass sport où là on a fait un effort très important puisque nous prenons en charge 50% des licences fédérales, 50% des adhésions auprès du club et 50% des cours obligatoires. Ce qui fait que, par exemple, je vais prendre un exemple parce que c'est toujours plus clair. Sur une fédération comme la natation, vous avez 2 heures de cours obligatoires par semaine. Entre l'adhésion, le coût fédéral et les cours obligatoires, on est à peu près sur 200 € par an. Eh bien, les parents recevront une aide de 100 €. Merci beaucoup Jean-Pierre Barbier. On peut noter qu'en 2020-2021, le pack loisir avait été commandé par un peu plus de 25 000 collégiens. Merci, je vous laisse terminer votre repas. Et puis on va essayer de voir si on se trouve un petit café. Merci beaucoup. Je peux vous dire qu'on s'est régalé. J'ai encore en mémoire un gâteau aux noix de Grenoble et au caramel succulent. J'aurais bien pris du rab. Et puis, comme le président vient de le rappeler, le département attache une importance toute particulière à la qualité de ses produits, des produits locaux et à leur provenance, notamment grâce au label Is Here, un label qu'a obtenu la minoterie du Trièves, où nous emmène à présent Lina Badreddine. Ici, le meunier ne dort jamais. Pourtant, son moulin va trop vite. À Clel, au cœur du Trièves, la minoterie bat la chamade. Dans les entrailles de ces machines coulent 130 tonnes de blé par jour, des produits qui, avant d'être travaillés, sont systématiquement échantillonnés et analysés à leur arrivée pour déterminer de leur qualité. Toutes les valeurs sont plutôt correctes avec un PS assez élevé, donc aucun problème sur ce lot-là. Après analyse, nettoyage et préparation, le blé est passé dans les broyeurs puis aspiré jusqu'au sommet du moulin pour être redistribué à l'étage planchistère. C'est un étage clé du moulin. Nous sommes à l'étage planchistère, donc c'est une machine qui permet de tamiser les différents produits, c'est-à-dire de dissocier les différents produits par rapport à leur granulométrie. Si le moulin va trop fort, c'est parce que sa machinerie est entièrement informatisée et autonome. Depuis que cet outil est installé, la minoterie du Trièves a quasiment doublé sa production. Il nous a fait considérablement progresser au niveau traçabilité, risque sanitaire et qualité des produits. Et la minoterie du Trièves propose une centaine de farines différentes, de la type 45 à 150. La majorité de nos farines sont des farines locales, donc que ce soit des farines biologiques ou conventionnelles. Et nous insistons aujourd'hui sur des farines HVE, donc des farines à haute valeur environnementale. Donc c'est-à-dire que c'est non seulement les farines qui sont certifiées, mais on va encore plus loin, on certifie l'exploitation agricole. Et les filières locales, en plus de diminuer le coût de transport et de limiter l'impact carbone, séduisent les boulangers régionaux. On a l'avantage d'être dans les montagnes, donc des blés de montagne, c'est des blés un peu plus de meilleure qualité, quoi. Et puis autant faire travailler aussi les gens qui sont autour de nous, que ce soit autant les agriculteurs que tous ceux qui la transforment. Et puis le moulin est un vieux moulin et un moulin de famille, donc autant faire aussi travailler ce système-là, quoi. Un moulin dirigé par 2 frères qui ont repris la main de leur père.
Et pour la petite histoire, c'est grâce à son amitié avec Aristide Bergès que l'arrière-grand-père de Fabrice et Sébastien, Louis Coréard, a permis d'électrifier la commune, mais également d'installer un moulin sédentaire fonctionnant à l'électricité. Aristide Bergès, on va en reparler dans quelques minutes, mais pour le moment, on file pas très loin du Trièves sur le plateau mathésin. Il avait dû être placé au chômage forcé depuis un éboulement sur les voies en 2010, mais sa silhouette rouge est de retour depuis cet été après 3 ans de travaux et 34,7 millions d'euros. Le petit train de la Mure a repris du service le 21 juillet avec un parcours réduit, mais qui vous mènera quand même jusqu'aux eaux turquoises de Monténard. À l'arrivée, un restaurant pour se sustenter avant de prendre le départ. Le département espère à terme pouvoir accueillir 120 000 passagers par an. En voiture, monsieur, dame, aux côtés de Charlotte Faulkner. 11 ans après l'éboulement qui a causé la fermeture du petit train de la Mure, ils sont nombreux à vouloir découvrir ou redécouvrir ce train et ses paysages emblématiques du plateau mathésin. Chaque jour, le train effectue 3 rotations entre la Mure et le Belvédère. Un trajet de 15 km en passant par 3 tunnels et 4 viaducs, avec à l'arrivée une vue à couper le souffle sur le barrage du lac du Monténard. Ah, c'est merveilleux, les paysages. On voit les maisons qu'on ne voit pas par la route. On voit les gens, comment ils vivent au creux de ces montagnes quand même. Et là, ce barrage, il est merveilleux. C'est dommage que ce ne soit pas plus long. Voilà, voilà ce qu'on en pense. On pourrait en faire le double, qu'on ne serait jamais rassasié, quoi. Les paysages sont fantastiques. Les à-pics vertigineux. C'est vraiment un travail d'orfèvre, quoi. C'est impensable que des hommes aient pu construire ça avec les moyens de l'époque. Je suis ravie de redécouvrir ce lieu. J'avais pris le train, j'avais 8 ans. Voilà, c'est plein de souvenirs qui reviennent et c'est toujours aussi fabuleux. Le décor est fabuleux et voilà, on en prend plein les yeux. La vue n'a pas changé, tout comme le poste de conduite. C'est le même train que celui qui arpentait le plateau mathésin depuis 1933. Pour Bertrand, conduire ce train, c'est avant tout une vraie fierté. Absolument, mais c'était ce qui m'a motivé à être conducteur de train. C'est aussi cette histoire que moi je suis depuis une trentaine d'années. Voilà, on a tous des souvenirs avec ce train, avec ses enfants. Et voilà, et c'était pour moi une évidence quand ce train a commencé à avoir un projet de redépart, de demander à participer activement à ce redémarrage. Ah, c'est un vrai plaisir, moi c'est un rêve de gosse pour moi. Donc voilà, je réalise un rêve de gosse. Depuis sa réouverture, le petit train ne désemplit pas. À chaque rotation, il peut accueillir jusqu'à 200 passagers, un train qui affiche souvent complet. Il y a beaucoup de Français, on va dire, parce que pas que de la matésine. Et on a beaucoup d'étrangers, italiens, espagnols, polonais, russes, allemands. On a un peu de tous les pays. Le succès du petit train est tel que dès la prochaine saison, un deuxième train sera mis en place afin d'effectuer entre 8 à 10 rotations par jour. Le petit train est ouvert du mercredi au dimanche jusqu'à la fin des vacances de Toussaint, avant une reprise au printemps. Depuis le début de cette émission, vous vous demandez sans doute ce que je fais là. Eh bien, c'est parce que je vais vous parler de la filière nucicole en Isère. Mais comme je ne suis pas une experte, j'ai appelé à la rescousse le président du comité interprofessionnel de la noix de Grenoble, Arnaud Rivière. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes également un négociant en noix. Alors, la noix de Grenoble est le premier fruit à avoir obtenu une AOC, c'était en 1938, et puis une AOP en 1996. Qu'est-ce que signifient ces sigles ? Alors ces sigles, c'est un sigle de produit de terroir qui identifie une région et un lieu où nous produisons un produit qui peut être la noix ou un produit comme le fromage ou le vin, etc. Et donc dans ce terroir-là est identifié de façon stricte les communes qui sont autorisées ou non autorisées à pouvoir produire la noix de Grenoble.
Donc il n'y a pas de noix de Grenoble made in China? Non, du tout. Quelles variétés sont homologuées pour cette noix de Grenoble? Alors on a 3 variétés homologuées, donc la franquette, la mayette et la parisienne. Donc c'est 3 variétés ancestrales, mais ça reste la variété franquette qui est aujourd'hui la plus cultivée par les producteurs, car elle a des vertus et des facilités de production et un peu plus d'avantages que les 2 précédentes qui sont un peu plus vieilles. Nous sommes dans la plus vaste noyeraie d'Europe. Sur quel territoire cette AOP noix de Grenoble? Alors cette AOP s'étend sur 3 départements, donc qui est la Savoie, l'Isère et la Drôme, tout au long de la vallée de l'Isère. Et donc une grosse partie de l'Isère est englobée, mais on a voilà, un petit bout de la Drôme également et un petit bout de Savoie. Donc c'est vraiment historique, comme je disais. Donc aujourd'hui, avec l'urbanisation, notamment de Grenoble, nous avons de moins en moins de noyers autour de cette métropole, et de plus en plus finalement dans nos campagnes, et en s'éloignant un petit peu de la ville. Et donc ici, sur Vinay, donc capitale de la noix de Grenoble, aujourd'hui, c'est là où finalement on retrouve le cœur de la noix de Grenoble. Alors combien de producteurs pour cette noix de Grenoble? Alors nous avons environ 800 producteurs. Alors ça va du petit producteur qui va produire quelques tonnes à un gros producteur. Et c'est un petit peu cet ADN-là qui fait notre spécificité. C'est que de tout temps, nous avons produit des noix dans notre région. Et donc on a beaucoup de producteurs qui sont double actifs, qui font la ramasse de noix que pendant 15 jours, 3 semaines, qui prennent des vacances pour pouvoir ramasser leurs noix. Et puis toute une partie de producteurs qui vivent des noix et qui font que des noix ou des cultures un petit peu autres, mais qui ont des hectares de façon beaucoup supérieure. Chaque année, ce sont combien de tonnes de noix de Grenoble qui sont produites? Alors en noix de Grenoble, c'est environ 13 000 tonnes, 12 000 tonnes par an. Sachant qu'en noix de Grenoble, c'est de 28 mm et plus. Donc les producteurs produisent aussi des noix qui sont plus petites mais qui ne rentrent pas en AOP. Et donc voilà, commercialisable environ 12 000, 13 000 tonnes. La noix de Grenoble s'exporte également? Les noix de Grenoble s'exportent beaucoup. La noix de Grenoble s'exporte à 70%, 80% selon les années. C'est une noix qui est beaucoup consommée par les pays limitrophes à la France. Donc tous les pays un petit peu nordiques, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, et sont friands de nos noix, oui. Alors, on a parlé de 3 variétés, mais une 4e variété pourrait bien entrer dans la course. De quoi s'agit-il? Tout à fait. Donc, la 4e variété serait la Fer-Nord. Donc, la Fer-Nord, c'est un croisement entre une franquette et une Lara. Donc, la Lara est une variété qui a été développée pour faire un produit frais, qui est une noix un tout petit peu plus grosse. La Fer-Nord est une variété franquette 2.0. Elle en prend les propriétés, ça soit le goût, la forme, ses spécificités, sa façon de travailler, et elle prend également les propriétés de la Lara qui lui permettent finalement d'avoir un peu plus de tonnage hectare, d'avoir un fruit un peu plus gros, de produire plus vite, un retour sur investissement plus rapide pour les producteurs, et qui permettent finalement de répondre à la complexité mondiale et à répondre aussi aux demandes clients. Et ça permet de réécrire notre histoire et d'aller dans une nouvelle ère, une nouvelle variété. Cette Fer-Nord-là n'est pas vouée à remplacer la franquette, c'est juste une diversification de nos vergers pour pouvoir finalement avancer avec le temps et avec les nouvelles demandes clients. Et ça, vous pensez obtenir l'autorisation dans longtemps? Alors, c'est relativement long, donc on a un travail déjà de 25 ans derrière nous, des producteurs qui ont commencé les plantations, des tests. On a fait 3 ans d'études déjà préalablement avant de décider finalement de pouvoir faire la demande auprès de l'INAO de l'intégrer dans la noix de Grenoble. Et maintenant, voilà, donc on a pris cette décision de faire les démarches, et maintenant il faudra compter peut-être entre 5 et 10 ans selon un petit peu l'avancée des travaux pour pouvoir espérer avoir une réponse positive de l'INAO. Voilà, on croise les noix. Et il faut savoir que le département soutient cette filière nucicole en Isère avec des aides qui sont attribuées à votre comité et puis également à la Cénura qui travaille sur des solutions innovantes pour limiter l'usage des pesticides dans la lutte contre les parasites comme le Carpocaps et la mouche du brou. Merci beaucoup, Arnaud Rivière. Merci. Bonjour
François Guaud. Bonjour, bonjour. Merci de nous accueillir ici sur une des parcelles de votre exploitation. Avec plaisir. Vous avez combien de noyers sur combien d'hectares? Alors environ 25 hectares, avec une plantation de 100 noyers par hectare. Alors faites le calcul. Bon, ça peut être des fois plus dense, plus planté, plus serré. Ça dépend des parcelles, parce que des parcelles qui ne m'appartiennent pas, des parcelles que j'ai prises en location, des parcelles âgées, donc il y a de toutes sortes de... C'est pas très homogène, voilà. Vous produisez combien de tonnes de noix? Alors environ, ça dépend des années, disons dans les 2 tonnes et quelques par hectare, voilà. Quelle est la particularité de ce terroir? On voit que c'est assez humide quand même. Aujourd'hui c'est humide, oui, autrement non, mais quand il fait chaud, c'est sûr que ça... On a besoin d'irrigation, on a besoin de vent aussi pour sécher quand il fait humide. Enfin, voilà, c'est un terrain propice pour la noix. Alors à partir de quel âge est-ce qu'un noyer commence à produire des noix? Alors dès qu'on plante le noyer, donc c'est un plant de 1 an. C'est un plant qui est donc certifié, qui est greffé. Donc là, c'est des variétés franquettes. Donc on le plante, il faut le former au bout de 3-4 ans, 5 ans. Donc on forme l'arbre au niveau des charpentières, des sous-charpentières. On équilibre le noyer. Et disons que les premières noix arrivent vers les 5-6 ans, quoi. Ça commence un tout petit peu. Mais il faut arriver bien au bout de 10 ans pour avoir vraiment une quantité un peu plus raisonnable. Alors une quantité raisonnable et puis des fruits plus que raisonnables, de très bons fruits qui ont donc une AOP, on l'a dit. Qu'est-ce que vous faites vous avec vos noix? Vous les mangez comme ça? Vous avez des petites recettes secrètes? Alors on a des recettes secrètes, de gâteaux, on fait de l'huile de noix aussi. Et bien sûr le reste, on ne peut pas tout manger. Donc je vends un négociant qui s'occupe du commerce de la noix. Voilà. Merci beaucoup François Guaud, merci de nous accueillir. On va continuer notre petite balade. Bien sûr. Merci. What can I do? What can I say? What can I do? Si le noyer donne d'excellents fruits, on reconnaît également ses propriétés pour le mobilier, l'ébénisterie ou encore la fabrication de petits objets en bois. Pour la fabrication du papier, en revanche, ce sont d'autres variétés qui sont utilisées. Ces variétés, le département n'en manque pas entre les forêts de Beldon, de Chartreuse et du Vercors. Le papier, c'est bien sûr l'univers d'Aristide Bergès. Je vous avais dit qu'on en reparlerait. La maison Bergès, installée à Villarbonneau, propose actuellement et jusqu'au 2 janvier une exposition architecture de papier. Visite avec Charlotte Faulkner. À la maison Bergès, pas de carton ou de mousse pour réaliser les maquettes d'architecture. Ici, tout est fait en papier. Qu'il soit plié, collé ou découpé, le papier révèle avec cette exposition tout son potentiel architectural via les œuvres de 4 artistes aux doigts de fée. Parmi elles, Mathilde Nivet, qui pour l'exposition a imaginé une œuvre après avoir visité la maison Bergès, demeure de l'ingénieur papetier Aristide Bergès. Ce qui l'a vraiment marqué, Mathilde Nivet, c'est cette espèce de décalage entre l'aspect un peu austère, vous voyez, cette architecture de papier très régulière, cette maquette très sobre, et puis à l'intérieur de la maison, tout au contraire, eh bien, elle a découvert un décor assez foisonnant, un peu exubérant, en tout cas un décor étonnant, et c'est ce qu'elle a voulu transcrire avec ces petites fleurs de papier dessinées, découpées et formées. Architecture de papier, une exposition proposée en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Le papier matériel architectural qui peut également raconter des histoires, comme avec les œuvres de Béatrice Coron, artiste chambérienne vivant à New York. Ces histoires, en fait, eh bien, elles leur donnent forme dans du papier et dans un papier tout à fait particulier qu'on appelle du Tyvek, qui est une sorte de nouveaux matériaux liés au papier. Et donc, ce Tyvek, en fait, ce sont de grands rouleaux qu'elle déroule et elle compose des histoires là, dans un format carré, mais quelquefois aussi des histoires qui peuvent se dérouler sur plus d'une dizaine de mètres. Architecture de papier, c'est aussi un atelier au cœur de l'exposition où les visiteurs pourront à leur tour utiliser ciseaux et papier pour s'initier aux différentes techniques de découpe et de pliage.
On propose donc aux enfants, mais aussi aux adultes, de les expérimenter pour créer leur propre univers. Et ce qui est assez intéressant avec le papier, c'est que c'est un matériau tout simple. Et à partir de cette matière assez simple, en fait, on va pouvoir créer des univers, des architectures, des mondes intérieurs, quelquefois très fouillés, plein de détails. Et c'est vrai qu'on passe un bon moment en atelier parce qu'on est assez concentré sur ses mains, sur ce qu'on est en train de réaliser. Au sein de l'exposition, les visiteurs pourront également apercevoir les projets architecturaux de l'extension de la maison familiale d'Aristide Bergès, des esquisses présentées pour la toute première fois aux visiteurs. Architecture de papier fait écho à l'appel de la forêt lancé en 2021 par le département. Autre exposition à découvrir en ce moment dans l'un des 11 musées départementaux. Vous n'irez plus danser. Les bals clandestins de 1939 à 1945 au musée de la Résistance et de la Déportation installé dans le quartier de la préfecture à Grenoble. Empêchés, réprimés et sanctionnés par le régime de Vichy car défiant la morale et les bonnes mœurs, le bal devient clandestin. Quelles musiques sont jouées, comment transgresser l'interdit, mais surtout, quelles valeurs et quels liens sociaux rendent irrésistible l'envie de danser. Une invitation à entrer dans la danse. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous, on est un petit peu mouillés, mais on en sait plus sur la noix de Grenoble. Toute l'information de votre département, c'est aussi à retrouver dans le magazine Isère Mag. Je vous dis à très bientôt.